Ici Jean-Sébastien Bernatchez. Après Queen's Park et l'Assemblée nationale, plus tôt ce mois-ci, c'est la Chambre des communes qui a suspendu ses travaux pour l'été. Le gouvernement Trudeau se dit satisfait des réalisations des derniers mois, mais il peine toujours à rattraper les conservateurs dans les sondages. Et puis la session se termine sur un autre contentieux entre Québec et Ottawa, qui porte, celui-là, sur la protection du caribou forestier. Daniel Thibault. Encore cette session que tout est brisé au Canada. Dernier jour des travaux, aux attaques habituelles, le chef conservateur ajoute un nouvel ultimatum. Ce qui va déclencher les élections nettes maintenant. Il préfère jouer de la politique que de livrer pour les Canadiens. La riposte d'un premier ministre qui traîne de 20 points dans les sondages depuis plusieurs mois, rien pour inciter un déclenchement électoral hâtif. Les ministres Pascal Saint-Onge, Marie-Claude Bibeau et François-Philippe Champagne. 3 dernières élections, on a toujours été en retard dans les sondages. Les gens, ils regardent le menu, disons. Le taux d'intérêt qui baisse, c'est une bonne nouvelle. Les libéraux toujours unis, convaincus que les réalisations des derniers mois auront de quoi alimenter les conversations estivales. Le leader du gouvernement en chambre, Steve McKinnon. Nous avons travaillé très fort pour les Canadiens et nous avons obtenu des résultats. Mais en attendant, après l'immigration et les champs de compétences, un nouveau contentieux se dessine entre Ottawa et Québec. Le fédéral veut imposer un décret pour protéger le caribou forestier. Ça pourrait mettre en péril des milliers d'emplois, dit le ministre québécois responsable de la faune, Benoît Charette. Une démarche qui est irresponsable, qui ne prend pas en compte la réalité des régions. Son homologue fédéral blâme l'immobilisme de Québec dans ce dossier, Stephen Guilbeault. Je peux pas, moi, rester les bras croisés à regarder une espèce disparaître. Un nouveau conflit avec Québec et un adversaire toujours aussi redoutable à Ottawa. Justin Trudeau devra profiter des mois d'été pour renouer avec un électorat qui semble de moins en moins disposé à l'écouter. Ici Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa. Daniel a fait mention au passage du litige entre Québec et Ottawa sur l'immigration. Eh bien, le ministre fédéral de l'immigration n'a pas du tout apprécié les critiques du premier ministre du Québec à son endroit ces derniers jours. Marc Miller n'a pas mâché ses mots aujourd'hui en répliquant à François Legault. Je suis très honnête dans ma pensée. Il y a le droit d'être en désaccord, mais de m'appeler des noms. Je pense pas que les gens veulent des commentaires de mon oncle qui s'en viennent m'attaquer. C'est pas juste. C'est pas fair du tout. Moi, j'essaie d'être honnête. Si les gens sont en désaccord avec moi, je leur rappelle pas des noms en même temps. François Legault affirme que le Québec reçoit une part disproportionnée d'immigrants temporaires, tandis que le ministre Miller l'accuse d'exagérer. Statistique Canada indiquait aujourd'hui qu'il y avait tout près de 600 000 immigrants temporaires au Québec au 1er avril, une hausse de 37 000 en 3 mois. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, est en visite à Ottawa, où il doit rencontrer Justin Trudeau en soirée. Le sommet de l'OTAN le mois prochain à Washington et les dépenses militaires du Canada devraient faire partie des discussions. Laurence Martin est à Ottawa. Laurence, le premier ministre veut convaincre Jens Stoltenberg que le Canada ne néglige pas ses investissements en défense? Oui, parce qu'Ottawa est encore loin d'atteindre la cible de l'OTAN, de dépenser l'équivalent de 2 du PIB en matière de défense. On est en ce moment à un peu plus d'1,3 Bon, c'est vrai qu'avec la mise à jour annoncée ce printemps, ça nous amène à 1,76 dans quelques années, mais ce n'est pas encore le 2 de l'OTAN. Alors aujourd'hui, Mélanie Joly a indiqué que l'objectif est atteignable, selon elle, avec la flotte de sous-marins vieilles de plus de 30 ans qu'il faut renouveler, mais ce n'est pas encore un engagement ferme. Alors, on va l'écouter, puis ensuite, M. Stoltenberg. Je suis convaincue qu'avec ces nouveaux achats, nous allons être en mesure d'atteindre cet objectif. I continue to expect that all allies should meet the guideline of spending 2%. Alors, il lance un avertissement, M. Stoltenberg. Il dit « Je m'attends à ce que tous les pays membres de l'OTAN atteignent le 2 ». Il dit aussi « Je sais que c'est plus facile de dépenser, par exemple, en santé, mais la défense, c'est important pour notre sécurité à tous. » De son côté, l'opposition doute que le Canada atteigne l'objectif fixé par l'OTAN? Oui, parce que ça fait longtemps qu'on est loin du compte. Alors, on écoute Yves-François Blanchet du Bloc québécois, mais d'abord le conservateur Pierre Paulus. On voit que c'est des intentions politiques, mais dans les faits, il ne se passe rien de concret ou très peu. La géopolitique mondiale oblige un pays du G7 et un pays de l'OTAN à au moins assumer ses responsabilités. Sachez en terminant que c'est probablement la dernière visite de M. Stoltenberg au Canada. Son mandat prend fin le 1er octobre et le Canada appuie la candidature du premier ministre néerlandais Mark Rutte, qui est vu comme son dauphin présumé. Merci, Laurence. Je vous en prie. Par ailleurs, le Canada inscrit le corps des gardiens de la révolution islamique sur sa liste des organisations terroristes.
Cette branche de l'armée iranienne est notamment accusée de fournir une assistance militaire et financière au Hamas, responsable des attaques du 7 octobre en Israël. Et c'est ce même groupe qui a abattu le vol PS-752 après son décollage de Téhéran en janvier 2020. 175 passagers ont été tués, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents. La vague de chaleur qui frappe l'est du pays est une des plus hâtives jamais enregistrées, selon Environnement Canada, et les températures élevées, qui doivent se poursuivre au moins jusqu'à demain, risquent d'affecter le système de santé. Éric Plouffe nous en dit davantage. Moi, beaucoup d'eau, puis on se met à l'ombre quelques minutes quand on peut. Ce signaleur routier à Québec prend des précautions lorsqu'il doit travailler sous une chaleur intense. Un épisode rarement observé aussitôt en juin dans l'est du pays, dit la météorologue Environnement Canada, Jennifer Smith. C'est rare pour le milieu de juin d'avoir des températures hautes comme ça, avec humidité comme ça, et pour une longue période. Selon l'Institut national de la recherche scientifique, les températures élevées sont liées à près de 500 décès chaque été au Québec, 225 hospitalisations et 36 000 visites à l'urgence. Donc, les impacts sur le système de santé se font sentir tout au long de la saison estivale et pas seulement lors des vagues de chaleur extrêmes. Un des co-auteurs de l'étude, Jérémy Boudreau. On a vu que chacun des impacts à la santé étudiée augmentait avec des températures élevées, ce qui était quand même quelque chose de surprenant pour nous. Donc, autant les appels InfoSanté, les urgences, les ambulances étaient affectés par la chaleur. Le vice-président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, le Dr Guillaume Lacombe. Il est probable que dans les prochains jours, les effets de cette vague de chaleur-là se fassent survenir sur les différents centres hospitaliers. Avec les épisodes de chaleur accablante, de chaleur extrême comme ça, on sait que c'est associé à plus de complications. Il s'inquiète de l'augmentation des températures estivales prévues au cours des prochaines années et des vagues de chaleur, ainsi que leur impact sur la santé. Éric Plouffe, Radio-Canada, Montréal. C'est la fin d'une longue saga en Colombie-Britannique. La ministre fédérale des Pêches, Diane Leboutillier, vient d'annoncer l'interdiction de l'élevage du saumon en filet ouvert, qui est critiqué par des Autochtones et des groupes environnementalistes. Francis Lourde est à Vancouver. Francis, Ottawa veut finalement interdire la pratique d'ici 5 ans. Effectivement, et avec cette annonce, on respecte un engagement qu'il avait pris en 2019, donc celui d'annoncer l'interdiction au milieu ouvert en Colombie-Britannique d'ici 2025. Ainsi, à partir de juillet, aucun nouveau permis ne sera émis. Cependant, les fermes d'élevage existantes vont voir leur permis d'opération renouvelé, et ce jusqu'au 30 juin 2029, afin de leur laisser le temps de s'adapter. L'objectif est de leur donner assez de temps pour que l'industrie fasse une transition vers l'élevage en milieu fermé. L'ébauche d'un plan de transition plus détaillé devrait être présenté d'ici la fin juillet. C'est un enjeu qui divise beaucoup en Colombie-Britannique, Francis? D'une part, selon les environnementalistes ainsi que des Premières Nations, cette technique donc d'élevage exerce une trop forte pression sur les populations de saumon sauvages qui sont en déclin. D'autre part, c'est une industrie qui représente quand même plus d'1 milliard de dollars selon l'Association des salmoniculteurs de la Colombie-Britannique. Environ 4 700 emplois sont en jeu. Dans plusieurs communautés autochtones côtières, c'est une source de revenus importante. C'est pourquoi ces communautés s'opposent à cette interdiction. Donc, avec cette annonce, Ottawa tente de couper la poire en deux, tout en étant conscient du fait qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de consensus sur cet enjeu. Merci, Francis. Je vous en prie. Et puis, la Cour supérieure de l'Ontario étudie la demande d'injonction de l'Université de Toronto qui veut faire démanteler le campement pro-palestinien sur son campus. L'établissement soutient, entre autres, qu'il s'agit d'une occupation illégale de sa propriété, qu'il y a eu des actes antisémites et que les manifestants gênent l'accès au campus. L'université demande à la Cour d'autoriser la police à démanteler le campement. De leur côté, les protestataires estiment qu'ils